Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, et merci pour l'attention soutenue. Covid-19 et performance de l'école béninoise en fin d'année scolaire. Ils étaient plus d'un à retenir le souffle. Les pronostics n'étaient pas forcément des plus reluisants, mais à l'arrivée, que de lauris. Ah oui, pour les examens du baccalauréat en 2020, le Bénin, mesdames, messieurs, se retrouve en tête de peloton, premier devant les autres pays de l'espace UEMOA en termes de taux de réussite, 49,72%. Oui, il faut s'y adonner pour pouvoir y arriver. Bonne performance également, mesdames, messieurs, pour les examens du BEPC et du CEPE, respectivement, avec 51,19% de taux de réussite et 84,70% au plan national, bien entendu. Résultat de fin d'année exceptionnel en temps de Covid-19 au Bénin. Des résultats flatteurs ou évocateurs. Regard croisé de deux acteurs du secteur éducatif. Déjà en notre compagnie sur ce plateau, à ma droite, il a Daniel Quenom. Il est enseignant-chercheur. L'homme nous aidera à décrypter au-delà des faits ces chiffres. Monsieur Daniel Quenom, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, et merci de toujours m'associer à ce débat. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir. En face de lui, notre acteur du système éducatif, lui, là, non, Jean-Eudes Tomawa, secrétaire général départemental au niveau du littoral du SNEC Bénin. Il intervient quand même à titre d'enseignant, professeur de mathématiques. Ça va être d'abord le regard, oui, de l'éducateur. Jean-Eudes Tomawa, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Et merci pour la disponibilité. C'est un merci renouvelé. On est quand même heureux, nous aussi, de le savoir. En tout cas, votre disponibilité à la Kyrielle, mesdames, messieurs, de performance à l'actif du Bénin. Performance au plan économique, sur le nouveau départ. Il faudra bien ajouter désormais celle obtenue au plan éducatif. En tout cas, on croit bon nombre d'observateurs. C'est un fait à souligner. Le vent de Covid-19 n'aura fait de cadeau à personne. Mais le Bénin, sur le plan éducatif, a pu tirer son épingle du jeu. Classé désormais premier au baccalauréat 2020 dans l'espace UEMOA, c'était pas gagné d'avance pour certains. Mais pour les enseignants qui étaient au fou et au moulin, que retenir? Monsieur Daniel Quenom, je vous pose la question autrement. Évident, une telle performance? Merci, monsieur le journaliste. Merci. Évident au départ. Ce n'était pas évident au départ. Parce que le contexte dans lequel les examens ont été préparés, organisés, passés, corrigés, délibérés, proclamés, ce contexte a retenu un peu le souffle de l'observateur conséquent. Qui nous souviennent que de façon particulière, cette année a été une année difficile, très difficile au plan sanitaire. Beaucoup de pays, non loin de nous, sont restés encore avec leurs frontières fermées. Beaucoup d'universités sont restées encore avec leurs universités fermées, ce qui bloque même des soutenances à cause des vols qui ne peuvent pas se faire. Certains chefs d'État ont pris sur eux l'engagement et la responsabilité de ne pas ouvrir les écoles. Le Bénin, à l'opposé de ces pays, a pris, je pourrais dire le risque, mais aussi au plan de la valeur ou des valeurs, je dirais, le courage et l'engagement d'ouvrir les portes de l'école, pas au mépris du Covid-19, mais pour montrer que en toute chose, c'est la décision qui prime et nous avons eu ce que nous avons eu. Même si les résultats étaient moins que ça, même à 20%, moi, Daniel Quenom, j'aurais préféré qu'on ait des résultats biaisés que d'avoir une année blanche. C'est ça. Merci beaucoup. Et votre première réaction, c'est une performance qui, pour certains, doit amener à s'interroger à plusieurs niveaux. Votre vis-à-vis croit savoir qu'il faut l'apprécier sur deux volets. Je ne vais pas le répéter, vous l'avez suivi. Votre regard personnel. J'ai suivi ce que M. Quenom a dit. Le Bénin a organisé les examens dans le contexte que nous connaissons tous, avec ce virus qui a mis tout le monde en lettres maximales. C'est déjà un avantage qu'on organise les examens.
Mais ce que je voudrais dire, l'organisation des examens, ce n'est pas qu'on demande à la population, sinon à la population écolière, d'aller mourir ou bien d'aller s'infecter. Je crois que c'était avec des mesures barrières, nous avons pu respecter ce que nous pouvons faire et les examens ont lieu. C'est déjà un avantage. D'autres pays ont retardé. Je crois qu'il n'y aura pas année blanche dans ce contexte. On peut prendre une décision de faire passer les élèves sur d'autres indicateurs. On ne pouvait pas avoir d'année blanche. Mais ce qui est heureux, le Bénin a organisé avant d'autres pays. Les autres pays l'ont organisé. C'est pourquoi, rapidement, monsieur le journaliste, vous êtes allé comparer les résultats de l'espace UEMOA. Le Bénin n'est pas l'exception. Tout le monde a organisé les examens. Le Nigeria, je crois qu'il y a une semaine ou deux, eux aussi ont organisé les examens. Parce qu'ils connaissent des élèves qui m'ont dit qu'ils vont partir au Nigeria passer les examens là-bas. Donc tout le monde a finalement fait les examens. Peut-être que le Bénin a devancé d'autres. Mais à l'arrivée, par rapport à cette performance. La performance d'organiser ou non, les résultats, c'est ce qui nous unit, surtout ce matin. Voilà, les résultats des examens, surtout de cette année, dans ce contexte-là. Nous commençons par le baccalauréat, cette performance au niveau de l'espace UEMOA, votre regard. Est-ce que c'était un bac UEMOA? C'était pas un bac UEMOA. Moi, je ne sais pas pourquoi vous comparez vos résultats à l'espace UEMOA. Je vous livre rapidement la première déclaration du directeur de l'office du baccalauréat, M. Alphonse Dalsiva. Je le cite, c'est dire avec cette performance qui met le Bénin au-devant des autres pays de l'espace UEMOA, car les chiffres, dit-il, sont désormais officiels au niveau des autres pays membres de l'UEMOA et son nombre de 8. C'est dire que le système éducatif de notre pays est bien géré sous la gouvernance du président Patrice Talon. Il faut que l'on continue comme ça. Il en va de la vitalité du système éducatif. Fin de citation. C'est vrai que le directeur de l'office du baccalauréat est heureux et a même comparé les résultats du Bénin par rapport aux résultats de l'espace UEMOA. C'est pourquoi je dis qu'il est heureux. Mais comme le bac, ce n'est pas le bac UEMOA, je ne sais pas pourquoi on veut comparer nos pourcentages à l'interne au pourcentage des Togolais, au pourcentage des Ivoiriens. Donc ça étonne. Ah bon? Mais le Bénin a organisé son bac et nous avons eu 49,73% par rapport aux résultats. C'est bien, c'est pas d'une mauvaise performance. Mais je ne suis pas dans la logique de comparer dans l'espace UEMOA. Pourquoi ne pas aller à cette comparaison pour qu'on voit ce qui se passe de l'autre côté et aller parfois de l'avance. Nous n'avons pas composé les mêmes épreuves. Nous n'avons pas la même façon d'apprécier les copies dans l'espace UEMOA. Le Bénin a une façon particulière que le Togo n'a pas, que même la Côte d'Ivoire n'a pas. Le Bénin est le seul qui a cette façon d'apprécier les copies. Et dans cette appréciation des copies, nous avons déjà l'approche par compétence qui permet à l'élève d'éviter la note 0. Ce n'est pas la même chose là-bas. Mais donc, à comparer, nous n'avons pas le même système. Si je suppose, si je prends le système anglais, ce qu'ils appellent le WAEC, ce qu'ils font pour l'Ouest, les pays anglophones ouest africains. Voilà. Là, c'est eux, ils peuvent aller à la comparaison des résultats parce qu'ils font les choses sur le même pied d'égalité. C'est tout. Ce n'est pas que je suis contre la comparaison. Maintenant, si c'est des performances économiques, on peut dire qu'il y a un bon. Maintenant, le reste, c'est que nos apprenants se démontrent ou bien se croisent sur le théâtre africain ou communautaire ou à l'international et que les élèves du Bénin s'en sortent toujours. Je ne dis pas que le Bénin a un niveau faible en matière... Merci pour l'alliance. Oui, je reviens sur cette performance au niveau du baccalauréat dans l'espace UEMOA. L'espace UEMOA organise un bac qui n'est pas encore fait. Oui. Nous sommes en chemin vers cet idéal qui consistera à réaliser un bac UEMOA. On est en train, ça fait bientôt 10 ans. Tout à fait. On n'a pas encore fait. Mais même si comparaison n'est pas raison, le contexte sanitaire délicat et difficile autorise certains à se dire que organiser les examens nationaux sans tenir compte de cet ennemi invisible qui fait ravage, pourrait amener des catastrophes, pourrait amener le pays vers des catastrophes. Et
spontanément, les gens sont amenés à se dire, ah, on a eu tel pourcentage pour le CEPE. Ils comparent avec les autres pays. C'est juste cette comparaison de ça qui est question. Et le directeur de l'office du bac, M. Alphonse Da Silva, est bien dans son rôle de s'encenser et de s'encourager et en même temps d'encourager tout le système, tous les acteurs et le chef de l'État en premier qui a dit « Nous allons, au moment où d'autres ont leurs portes fermées, le 11 mai, nous allons ouvrir le ceci, puisque les examens étaient déjà organisés de façon technique. Donc, c'est des comparaisons avec les résultats à l'interne du Bénin. On les compare avec les résultats à l'interne des autres. Mais de la manière dont le problème se pose, c'est comme si c'est un bac UEMOA, c'est pas un bac UEMOA. Merci pour la précision apportée de part et d'autre. Alors, ce résultat, dans l'ensemble, la crainte de certains, c'est que ce n'est pas évident pour un système éducatif déjà balbutiant, avec des résultats évoluant presque en dents de scie, qu'on en arrive à ce résultat lorsqu'on a été obligé de demander, du fait du Covid, aux enfants restés à la maison, on reprend, on relance. Mais on est arrivé à ce résultat. Qu'est-ce qui aura été le facteur déterminant d'après vous? Le facteur déterminant, à l'analyse, je me suis dit, lorsque les élèves sont restés à la maison, oui, les plus intelligents ou ceux dont les parents ne les ont pas laissés en divagation ont profité du temps. Parce que lorsque vous vous reposez pour près de 3 mois, c'est que vous prenez ce temps-là à réviser, parce que nous avons tous l'objectif, c'est qu'il y aura les examens. Donc, nous avons pris ce temps-là pour asseoir ce que nous avons reçu comme enseignement juste là. Et le peu de temps que nous avons complété, parce que les programmes étaient déjà exécutés à près de 80%. Donc, le peu de temps que nous avons fait en plus à la reprise, ça fait que les élèves étaient déjà plus outillés avant de venir. Mais il y avait plus de peur que de mal. C'est que, on se disait, si cette pause n'allait pas agir sur la performance des élèves, c'est-à-dire quoi? Lorsque vous chauffez un moteur et vous allez avec, le moteur donne plus de performance. Mais lorsque vous l'arrêtez pour un moment et vous voulez lui communiquer encore la même force, ça doit prendre doucement. C'est comme un moteur diesel. On avait peur que cette pause agisse chose là, et bon, par la grâce de Dieu, je vais dire aussi, parce que les épreuves aussi étaient au niveau de l'élève moyen, c'était pas aussi ce qu'on voyait par le passé. Okay. Donc, ça fait que... Le facteur déterminant pour vous? Le facteur déterminant, c'est que le Béninois sait se faire confiance quand il se fixe un objectif. Il y a, comme il vient de le dire, plus de peur que de mal. Nous devons reconnaître que pendant le confinement où on était à la maison, nous-mêmes, enseignants, nous nous interrogions. À un moment donné, parce que quand vous étudiez et que vous arrêtez d'étudier pour 1 mois, 2 mois, quand vous revenez à la charge, il y a une baisse de tension. Et à la reprise, on a constaté cet effet au niveau des apprenants, mais avec un peu de réarmement mental, de coaching, de réarmement mental rapidement. Les jeux ont été faits, les réglages ont été faits et en fin mai, on a constaté que on a avancé dans le programme à 91%. Au retour, à notre retour, on était déjà à 91%, 89, 91%, parce que je suis du corps de contrôle, nous avons évalué l'évolution dans les divers programmes. Parce que ce qu'on a gagné avec l'actuel gouvernement, sans que je ne veuille faire sa publicité, c'est que nous sommes revenus vers le système des années 60, ou alors, avec précision, 67, 68, 69, dont les résultats du bac sont là, 58% en 69 par exemple, qui font qu'on a l'habitude de commencer la rentrée scolaire à mi-septembre. Autrefois, on commençait l'école en octobre, vers mi-octobre, ce qui ronge et gruge sérieusement la partie cérébrale qui est déjà préparée pendant les vacances pour recevoir. Donc, du moment où nous avons commencé à faire la rentrée scolaire à partir du mois de septembre, mi-septembre à mi-décembre, ça nous fait 3 mois pleins
Et curieusement, c'est pendant cette période qu'on a qu'une seule date fériée. C'est Toussaint. Si éventuellement cela ne tombait pas sur un samedi ou un dimanche. Donc, il n'y a pas de jour férié qui puisse absorber les énergies positives. On va tout droit. Alors, le leadership aura-t-il beaucoup payé pour ce qui s'est finalement passé et qui fait la fierté des Béninois dans leur ensemble, pour ces résultats? Le leadership de qui? Je veux bien comprendre. À tous les niveaux. Je me réfère à l'enseignant qui a ajouté qu'il est du corps de contrôle par la suite. Et là, si on entend parler de réarmement mental et tout ça, le coaching, les enseignants ont mis la main à la pâte. Et si on le dit, cela signifie qu'au plus haut niveau de la pyramide, il y a eu un travail de suite. C'est vrai que par rapport aux enseignants, lorsque tu es dans une salle de classe, si tu as la déontologie du métier, tu es préoccupé par les résultats de tes apprenants. On est même pressé de voir ce qu'ils ont produit lorsqu'il y a même un contrôle continu. On a encore des enseignants J'ai dit, pour ceux qui ont la déontologie du métier. Ah, c'est bon, vous nuancez. Voilà, okay. Pour ceux qui ont la déontologie du métier, c'est toujours amusant d'aller vers. Maintenant, au fait, à cette rentrée, il y a un calendrier qui dit à tel mois ou à tel jour de l'année scolaire, vous devez être à tel pourcentage d'exécution dans le programme. C'est vrai, c'était compliqué, nous avons commenté, nous avons mis nos observations, mais dans le même temps, ce n'est pas que nous allons dans les salles pour sacrifier les apprenants, nous avons fait l'effort de rester un peu dans le suivi de ce programme-là qui nous dit à chaque instant il faut être à tel pourcentage d'exécution. C'est pourquoi moi je disais qu'on est déjà à plus de 80%. Donc il y avait un cahier de fiage qui a été très utile. Voilà, un cahier de suivi. C'était à la journée pédagogique qui avait préparé cette rentrée qui est en train de se terminer. Donc, je dirais que ça a fait que nous avons atteint un niveau avant d'aller en confinement. Ça fait que les élèves ont déjà révisé le programme au repos à près de 70 ou 80% aussi. Et à la reprise, ça fait que les choses ont pris. C'est vrai, lorsque quelque chose marche dans un pays, on regarde tout de suite le premier responsable du pays et de façon décrescendo, on commence par descendre au ministre et ainsi de suite jusqu'à retrouver mon chef d'établissement et après lui à retrouver même l'enseignant aussi qui se retrouve dans la salle. On dit bon, bravo, cette année vous avez fait un peu plus, c'est bien, c'est aussi réalisant. En tout cas, mesdames, messieurs, il est un constat de voix de mémoire oblige qu'on est en plein mois d'août où la question de cette performance se pose. Mois d'août qui nous rappelle un an plus tôt, 2019, cette fameuse question d'évaluation diagnostique qui a fait grincer assez dedans. Alors, le professeur Daniel Quenom, lorsqu'on revient en arrière avec ces résultats, est-ce qu'on aura tort de se replonger dans cet exercice que le gouvernement a eu à imposer aux enseignants? Oui, enfin, le gouvernement a sûrement et certainement de bonnes et d'excellentes raisons d'organiser les évaluations diagnostiques, c'est-à-dire évaluation qui soumet l'enseignant. C'est ça? Tout à fait. Dans tout système qui se veut évolutif, progressiste, sans être de l'union progressiste. Merci pour la précision. Il est tout normal que lorsque vous engagez dans un couloir et vous voulez évoluer, on marque des pauses pour évaluer le cheminement, le chemin parcouru. On appelle pas, ça fait suivi, évaluation à mi-parcours. Est-ce que comme je suis rentré dans le système, ça me fait 10, 13 ans, il est tout normal que l'on se remette en cause pour voir si l'on a les mêmes performances quand on est rentré dans le système. Parce que, vous n'oubliez pas, il y a beaucoup de grèves qui mettent les enseignants au repos et les apprenants aussi au repos. Ça, c'est des manques à gagner. Et le cerveau même aise à s'habituer au rythme qu'on lui donne. Or, avec le gouvernement qui est là maintenant, tout est question de contrôle, de suivi, de ceci. Alors, c'est dans cette dynamique que je comprends
l'évaluation diagnostique qui, en fait, n'est pas une mauvaise chose. Quel aurait été l'apport par rapport à cette performance? Comme plus-value, les enseignants ont montré qu'ils sont encore là et qu'ils sont toujours performants. Ok. Pour la même question, oui. Apport de cette évaluation, ça fait un an. Il faut le souligner. Est-ce que finalement, on ne peut pas dire que les autorités ont vu juste? Pour moi, c'est non. Ils n'ont même pas vu juste. S'il y a quelque chose qui me gêne, même si on veut qu'un système soit progressiste. Je vais vous donner un exemple terre à terre des médecins ou même des journalistes. On n'a jamais, parce qu'on vous a recruté sur une performance donnée, sur un profil donné, on peut continuer des recyclages permanents, recyclage et formation continue. On vous envoie découvrir encore comment la chose s'améliore et que améliorer vos performances. Mais comme on dit, entretenir un système de façon progressive, donc on doit évaluer à mi-parcours et soumettre les enseignants à un examen sur table. Mais ce qui est heureux, lorsqu'il s'agissait de tout le monde, les langues étaient plus déliées. Ceux qui avaient le CAPES ou ceux qui avaient la maîtrise, avant de faire le concours de l'État, ont dit tout ce qu'il fallait dire. Les CP n'étaient pas d'accord parce qu'ils ne pouvaient pas s'asseoir et composer. Les professeurs certifiés n'étaient pas d'accord parce qu'ils sont APE, ils ont passé un concours, ils ne pouvaient plus composer. Mais lorsqu'il s'agit maintenant des reversés de la promotion 2008, c'est normal, eux, ils peuvent composer parce que eux, ils n'étaient pas soumis à un examen. Donc vous dites que cet examen n'a pas... Oui, si c'est en nuançant, je serais d'accord avec M. Kunom. En nuançant comme ça, oui, son raisonnement tient. Mais lorsqu'on ne nuance pas et qu'il s'agissait de tout le monde, c'est pas évident. Ce n'est pas que je ne suis pas dans sa tête, mais c'est pas évident qu'il tienne le même raisonnement. Mais heureux que ça fait 1 an qu'on a évalué les enseignants. Et que, est-ce que cette évaluation apporte maintenant, c'est-à-dire de bonus dans ce système? C'est non. Pourquoi? Même ceux qui ont échoué sont restés en situation de classe. Qu'est-ce que vous leur reprochez alors? Si c'est qu'ils enseignent du faux, c'est qu'ils sont restés en situation de classe cette année. Dieu merci, on a fait l'évaluation et ça fait le 2e examen. Et nous avons atteint toujours de bons records de pourcentage. Ça veut dire que ce diagnostic était mauvais. Ah bon? Était mauvais. Il n'y avait aucun. Parce que ceux qui ont échoué, on suppose qu'ils n'ont pas atteint le seuil de performance demandé, sont restés en salle. Ils ont dit qu'ils iront en formation plus tard. Jusqu'à ce jour, ils ne sont pas encore allés en formation. Okay. Nous avons eu les examens passés. Nous avons eu ces examens. Donc ça fait donc, 2 examens. Ils sont toujours en salle. Ça fait 2 examens et ils ont démontré d'abord à ceux qui ont soutenu ces idées-là qu'ils ont encore des choses à vendre pour notre système éducatif et je suis très heureux. Ah bon? Parce que, étant reversé, je n'aime pas qu'on nous stigmatise de cette façon. Monsieur Kunom, est-ce vrai que la formation annoncée n'a toujours pas eu lieu? La formation annoncée n'a toujours pas eu lieu. Effectivement, les reversés, le terme d'abord reversé ne répond à aucune norme administrative dans la fonction publique. Ils avaient des... Le terme approprié aurait été? Non, on passe un concours. Non, mais je peux vous rappeler la mémoire, M. Kudom, qu'il y avait eu des reversés sous Kérékou. Oui. Ce qu'on appelle le CRAPE 1, CRAPE 2, CRAPE 3. Oui, et qu'on prenait les gens directement, ils étaient engagés. Oui. C'est vrai qu'on a dit reversement. C'est un vocabulaire sorti et chaque année, un peu vocabulaire peut sortir. On a entendu Bénin révélé. Ce qu'on n'a jamais entendu, c'est un vocabulaire. Mais le tout, c'est la même chose. On revient au même. Ça. Le reversement qui a eu lieu sous le président Mathieu Kérékou, dont je salue la mémoire au passage, a été fait dans des conditions un peu spéciales parce que après la fuite des cerveaux en 1975, après l'assassinat de capitaine dans la nuit du vendredi 19 au 20 juin 1975, Michel Aipé, il y a beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'hommes qui n'ont pas voulu. Et le 26 juin, il y a eu un mouvement syndical et beaucoup ont fui le pays. Ce vide créé a amené progressivement des JIR, jeunes instituteurs révolutionnaires, c'est avec le CEPE, avec le BPC. Les JBR, jeunes bacheliers révolutionnaires, avec le bac, on enseignait, on allait sous les drapeaux, comme on le sait. Les JPR,
2 ans après l'université, on les reversait. Et après, on a créé l'école normale supérieure qui a ouvert ses portes en 1978. La première promotion est sortie en 80 parce qu'on estime qu'ils ont déjà fait 1 année d'enseignement. Donc, sorti du coup, on va les mettre sur quel grade? C'est ça. C'était ça le problème fondamental, ce qui a fait que leurs aînés qui étaient venus de la France avec la licence, qui enseignaient déjà et qui venaient donner un appui, un réarmement pédagogique à l'école normale supérieure. Du coup, les élèves sortis de l'école normale supérieure qui ont payé les professeurs ils seront en A1. Il s'est posé un problème juridique et de classement. C'est là où on a dit tous ceux qui ont la licence et la maîtrise jusqu'à novembre, telle date, sont versés, reversés, classés. Et le contexte actuel? Le contexte actuel, nous sommes toujours dans une situation de pénurie. Voilà. Mais le nombre n'est pas le même. Quantitativement, le reversement qui a été fait le reversement n'était pas, l'expression n'était pas adéquate. N'était pas adéquate. 1 de 2, ça a été fait dans un désordre total. On a ouvert, et beaucoup de gens sont rentrés. On attendait les licences. Bachelier rentre, il est professeur, même les gardiens sont reversés. Donc, dans ces conditions... Ils sont reversés enseignants? Non, ils ne sont pas reversés enseignants, ils sont reversés pour être payés par l'État. Il spécifie la terminologie. Oui. Maintenant, ce lot, je voudrais aller au positif. Ce lot important. Moi, je suis en train de mener une lutte souterraine pour qu'on les mette en stage. Parce que ceux qui sont sortis ils ont été formés d'abord. On les appelait les cohortes. Sérieux. Je prenais la première cohorte 1, cohorte 2 jusqu'à cohorte 6, ceux qui ont juste le bac. Maintenant, par la suite, ils ont étudié avec le BAPES. Des gens ont fait 2 ans, ils ont été reversés, mais ils ont fait la maîtrise. Nombreux sont titulaires de maîtrise aujourd'hui. Ils sont assis. Mais ils sont toujours en situation de classe. Donc, progressivement, ils se sont auto-recyclés pour avoir la maîtrise, plus le BAPES, au moins qu'on leur donne 6 mois ou quelques temps de formation, parce qu'ils ont déjà le grade de professeur certifié. Mais pas sur papier. Il faut qu'ils bénéficient de ce qu'on appelle mise en stage. Je suis en train de voir ça avec eux pour voir, sinon le corps se vide. Alors, en termes de réforme par rapport aux performances obtenues, qu'est-ce qui aura le plus pesé d'après vous? Ce qui aura le plus pesé, c'est que, comme il vient de le dire, les mêmes professeurs, même ceux qui ont échoué après ces évaluations, ont été rappelés. Les noms sont restés dans les bases de données et on leur fait appel. Parce que il y a eu, je peux dire qu'il y a eu, je ne suis pas financier pour parler de correctif budgétaire, mais il y a eu un correctif. Et je crois que les réformes dans ce contexte ont montré quelques dysfonctionnements. On en a tenu compte, ce n'est pas sur le plateau qu'on dévoile tout. Oui. On a corrigé un certain nombre de choses et on a vu que même ceux qui ont échoué avaient la valeur ou avaient de la valeur. On leur a fait appel par la suite. Et ils sont en train d'enseigner. Et quand vous les suivez, vous demandez, mais finalement, qu'est-ce qu'on... Je rejoins ce qui vient de dire à ce niveau pour dire, ils sont toujours en situation de classe. Il reste un accompagnement. Les défis, alors, désormais, se présentent sous quel angle, avec quel levier à tenir? Ça sera pour la rentrée prochaine. Et on est là pour tirer les conclusions, forcément. C'est vrai, mais la première des choses, si des gens ont échoué et qu'ils sont toujours en situation de classe et que les résultats démontrent qu'ils sont performants, c'est vrai, il n'y a jamais de brebis gaz quelque part. Il faut une formation continue pour que les enseignants soient toujours au top. Je suis peiné que dans le même temps, le président de la République ait décidé qu'il y ait radiation, qu'on radie ceux qui n'avaient pas composé. Encore que... nous apprenons que l'autorité veut revenir sur cette décision. Ça sera meilleur, ça serait bon pour nous tous. Pourquoi? En réalité, nous souffrons d'enseignants. Pourquoi mettre certains à la maison pour dire ils ont refusé de composer? Encore que les tests législatifs en République du Bénin, ne disaient pas directement qu'on devait faire un examen écrit à un enseignant. Donc,
il pouvait revoir. Et là, à ce sujet, je lui demande humblement, parce que lorsqu'on est chef, on a aussi l'humilité en soi, de revoir ce côté-là. Parce qu'ils ont saisi les juridictions, mais je ne veux même pas qu'on aille jusqu'à ce niveau. On revoit que dès la rentrée prochaine, qu'ils mettent leurs compétences au service de l'école béninoise. Alors, on ne va pas évoluer, vous permettez, parce que vous évoquez un point plutôt très important. Alors, comme premier défi, est-ce qu'on peut se permettre de dire, OK, les enseignants radiés, au regard des résultats obtenus, autant les appeler, même s'il faut leur tirer des oreilles, mais pas aller à la radiation, pas confirmer cela. Je partage ce point de vue. Ah bon? Parce que je fais partie de ceux qui vont à la validation. Ils ont été déjà sanctionnés. Ils n'ont pas corrigé les examens. Vous le savez, j'espère. Ils n'ont pas corrigé les examens. C'est déjà une sanction. Pas que d'avoir tenu tête à l'autorité. Ils ont composé, ils ont échoué, cependant, ils sont en relation de classe. Les résultats ont donné ce que nous avons vu, ça veut dire qu'ils sont des performances. Autant aller que de se mettre dans une attitude de subversion, d'opposition par rapport à l'autorité. L'autorité a encore là le droit de prendre ses responsabilités. Au moins, on a sorti de la liste ceux-là qui ont choisi délibérément de ne pas aller composer. C'est une manière de dire non à l'autorité. L'autorité dit OK, les corrections des examens, ça donne au moins quelque chose. On a sorti les noms. On a rendu compte. Parce que la validation, c'est la partie où tout se tamise. Je voudrais réagir un peu pour dire à mon frère Tomawa que les examens ou les évaluations sont nécessaires même pour tous les enseignants parce que dans le système universitaire, quel qu'il soit, lorsque vous avez le doctorat et que l'État vous engage, il y a des évaluations qui se font à partir des publications d'articles au vu desquels et au vu, ou du moins au vu de la qualité que vous avez produit, vous passez de grade de docteur à maître assistant. Est-ce que c'est contre l'évaluation qu'il est, il m'a semblé, j'entends dire la méthode? C'est l'évaluation qui vous gêne ou bien? Oui, ça c'est l'évaluation, l'évaluation écrite. C'est ça qui est le problème, c'est dit à table. Sinon, c'est des publications. Je connais la méthode de publication. Non, ça c'est à l'université. Oui, c'est pas c'est la méthode écrite. La méthode écrite pour ceux qui sont au cours secondaire. Auriez-vous souhaité qu'on passe à l'inspection? Nous passons à l'inspection, il y a des gens qui tombent. Oui. Le corps de contrôle auquel j'appartiens, on rendait les classes, il y a certains gens qui tombent. Oui. Parce que stressés. Oui. OK? On a revu le Seigneur, on n'a qu'à les mettre. Ils vont faire, ils vont montrer leur performance parce que comment avoir peur d'aller comprendre alors que de toutes les façons la plus-value, ce qu'on a gagné dans cette évaluation diagnostique de mon point de vue, c'est que beaucoup d'enseignants se sont remis en cause et ont compris qu'il faut qu'ils se perfectionnent, qu'ils commencent à lire, à se documenter, sinon ces évaluations diagnostiques pourraient les faire sortir du système. En tout cas, on est à l'étape de défi, votre vis-à-vis, à penser à la situation de ces enseignants radiés qu'ils souhaitent qu'on réhabilite. Vous l'appuyez. Autre défi à votre entraînement? Autre défi par rapport à ces performances qu'on a, ça appelle forcément des défis. Les performances du Bénin, au plan des résultats? Tout à fait. Mais là, nous avons déjà les performances au plan économique. On a les performances au plan économique. Mais il ne s'agira que de dire que nous constatons la pertinence des réformes qui sont en route et nous ne pouvons qu'aller dans ce sens. Alors, les réformes en lien avec cette performance, un défi majeur? Les réformes de la rupture n'ont pas aussi impacté le système éducatif parce que peu de choses se sont faites à ce niveau. Les réformes du système, c'est vrai que la rupture, de façon générale, le gouvernement est en train de réformer des secteurs, même si nous avons des commentaires à faire à d'un niveau. Restons au niveau du système éducatif. Au niveau du système éducatif, les réformes apportées, tout de suite, la première des choses que je vois, bon, je ne suis pas du primaire, c'est qu'il y a l'instauration des cantines, mais à un moment donné, on a parlé de l'aspirana qui a permis
tout au moins, ce que nous avons tout le temps souhaité, de sédentariser les enseignants, au lieu qu'ils fassent 8 heures ici, 3 heures ici, 6 heures ici, et qu'ils courent un peu partout. De les sédentariser, donc c'est un atout. Lorsqu'ils sont quelque part, ils se donnent un peu plus. C'est à perpétuer, non? Non, c'est à perpétuer, je suis d'accord. Seulement qu'on demande à améliorer des choses dedans, au lieu de les gérer comme des va-t-en-guerre comme ça, et puis les pays aussi, c'est aussi un petit problème. Donc, à part ça, d'autres réformes, c'est qu'il y en a eu, mais pas de façon impactée. C'est vrai qu'à un moment donné, on nous a interdit les grèves par les lois. Nous n'avons que combien, en tout cas au total 10 jours dans une année, et qu'on n'aura même pas fait 3 jours consécutifs dans un trimestre, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement des choses. Mais je vous dis, ce n'est pas forcément ça. Mais lorsque le système éducatif est stable, sans tapage, ça donne de l'avantage aux apprenants. C'est que les programmes sont exécutés à un niveau vraiment très élevé, et ça dit qu'il n'y a pas trop de choses à revoir les années à suivre. Ça permet de garder un niveau constant. Mais je vous assure ceci, lorsque on refuse ces droits aux enseignants, sinon aux travailleurs, mais je prends le cas de l'enseignement, si nous n'allons pas aller en grève, donc l'autorité ne doit pas attendre qu'on réclame. Aujourd'hui, vous avez encore des choses à réclamer? Non, oui, les avancements sont bloqués. Les moins perçus sont restés au niveau du trésor. C'est bloqué. On ne nous paye rien. Ça fait 1 an, 2 ans que nous attendons qu'on nous donne les rappels. On ne prend rien. Donc, dans ce schéma-là, vous pensez que je vais aller en cours et je serai aussi heureux? Chaque année, nous avons des défis économiques et que le gouvernement nous demande plus d'efforts sur les DAS et qu'on ne veut pas nous payer au moins. Est-ce qu'on ne veut pas, pour ce que nous avons appris sur ce dossier spécifiquement, il y a des négociations en cours. Est-ce qu'on a besoin de négocier pour les moins perçus? On nous a reclassés, on nous doit des choses. Maintenant, les reclassements, il y a aussi des reclassements en retard. On dit que c'est dans le circuit et quelque chose rentre dans le circuit, celui qui doit signer. Simple signature, il laisse ça, il va en mission. Vous imaginez si c'était... Est-ce qu'il ne faut pas préciser pour la République? Il part en mission pour la République. Sa signature, ce n'est pas pour la République. Oui, mais s'il n'y a pas de priorité. La signature n'est pas une priorité, monsieur Joël. Vous devez signer quelque chose. Et celui qui a un niveau donné à Boukoumé aura un ouf de soulagement pour aller encadrer les enfants du Bénin, dont les sous-là servent à vous payer. Et vous laissez ça et les gens négligent parce que c'est pour les enseignants, on ne veut rien en faire, il n'y a aucune chose là, et pression autour, et c'est comme ça, on ne peut rien. Dans ça là, c'est sûr qu'il y aura des grincements dedans, et alors, lorsque vous pressurez quelqu'un, vous lui interdisez des choses, aidez-le à ne pas se révolter. Monsieur Daniel Kenom, on est encore à cette étape, privé de donner trop de la voix encore à votre vis-à-vis, mais l'accompagnement tient. En tout cas, traîne, voilà. Je partage ce point de vue, le point de vue selon lequel les avancements ne sortent pas, les actes ne sortent pas. Okay. Et ça décourage. Parce que c'est au vu de ces actes administratifs qu'il y a de l'augmentation progressive sur le salaire. Même si le salaire est régulier, des gens ont fait 4 ans et n'ont rien eu. J'avoue que de 2016 à aujourd'hui, les actes peinent beaucoup à sortir lorsqu'on compare la manière dont ces actes sortaient avant. C'est ça. Curieusement, cette année, je suis là, j'ai été appelé au téléphone. Monsieur Kenom, vous avez déjà vu votre... Ah, ceci, vous avez dit, j'ai dit non, c'est où on dit DAC, du ministère... Ah. Ils sont allés, ils seraient allés à Boycon. Je ne suis pas allé les voir, mais beaucoup d'amis, de collègues m'ont dit qu'un travail sérieux a été fait et les actes sont en train de sortir. J'ai un monsieur qui est très proche de moi qui m'a dit qu'il attend son A110. Et curieusement, ça est tombé sur mon téléphone, c'est moi qui le lui ai balancé. C'est ça. Donc, les actes commencent à sortir, mais une chose est que les actes sortent, une autre est que il y ait l'incidence financière. Ce que je sais, dont je peux parler, c'est que du coup, il y a, qu'on appelle ça, lorsque le salaire change. Les rappels? Le changement de salaire. Changement de salaire. Par rapport à l'acte qui vous fait avancer. Ça au moins, ça arrive. On est là calmement. Et ça, moi, j'ai eu 2 cas comme ça, c'est arrivé. Ah bon, ok, j'ai souri. C'est sûr que
C'est en train d'être fait. Alors, les perspectives pour le système éducatif béninois, vous les entrevoyez comment? Et mon vis-à-vis a parlé d'un point très important et je voudrais revenir dessus. Allez-y. C'est que les réformes dans leur entièreté, il n'y a pas eu trop d'impact sur le secteur éducatif. Vous êtes d'avis? Nous évoluons, le ministère de l'Éducation, pour ne pas dire le système éducatif, un système permanent, stable, technique. Il ne suffit pas de venir faire la grande gueule. C'est un système déjà installé. Nous, la grande différence que je note au plan positif, c'est l'installation de EducMasters. Mon collègue doit être d'accord avec moi. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'est un élément de contrôle, c'est l'installation du numérique qui permet de contrôler et de maîtriser les catastrophes au plan scolaire, ce qui créait des problèmes et donnait une... Faites-vous un peu plus clair pour les téléspectateurs. EducMaster est un système numérique installé par qui est un produit des réformes du PAG. EducMaster est là et est géré par l'administration de chaque établissement. Okay. EducMaster est un système numérique installé qui permet de contrôler même lorsqu'on va inscrire les inscriptions, les faux dossiers des apprenants dans des écoles. Okay. Vous partez d'un... Ça, mais beaucoup de gens sont en train d'aller en prison. Il a fait un établissement A. Oui. Il a eu 6 ou 9, il n'a pas la moyenne pour passer. Oui. Il va voir Et on arrange. On arrange. Non, pas même avec des gens. Il y a des réseaux. Des fabricants de bulletins. Okay. Des fabricants de bulletins. Mais avec ce système? Et il a 12 maintenant. Il vient dans l'établissement B ou C. Il donne son dossier. Quand on traite les dossiers, on voit 12. On se dit c'est un bon élément. Mais EducMaster signale du coup qu'il a fait tel établissement. Il a eu 6 de moyenne. Donc, le directeur qui a reçu l'élève là, qui a reçu cette inscription, EducMaster doit déjà le renseigner de ce que, en amont, celui-là n'est pas quelqu'un à prendre. Alors, c'est de l'assainissement. Merci, c'est de l'assainissement. Les perspectives, vous les entrevoyez comment et vous allez ensuite conclure? Les perspectives, j'ai voulu parler des aspirants. Allez-y, rapidement. De la façon dont il faut les gérer cette année, parce qu'il y a la création de l'ANAPES et qui a pris le soin. Seulement que l'ANAPES ne peut pas demander aux agences de placement de leur rendre compte, ou de lui rendre compte, j'allais dire, des performances. Et occasion sur le terrain, et enregistré sur le terrain. On ne peut pas. C'est-à-dire, lorsque j'ai lu le cahier de charge, j'ai dit, mais il a assez d'incongruité. On ne peut pas écrire ça. Parce que lorsque celui qui travaille constate qu'il a 2 chefs, il voit le chef qu'on peut écouter le plus. C'est-à-dire, il couvert le directeur de l'agence de placement, qui n'est pas de système éducatif, qui est un commerçant, qui doit faire de profit. C'est un prestataire de service. Avec lui. Votre conclusion? Vraiment. Votre conclusion, oui. Mais nous attendons encore de bonnes choses de la part du gouvernement de la rupture, qu'il fasse l'effort de nous faire sourire avant la rentrée. Merci. En nous payant nos rappels. Merci beaucoup. Et mon mot de fin, c'est que d'ici à décembre, je voudrais espérer que, et acte administratif, et rappel, tout passera, et nous serons mieux lotis. Merci à vous, monsieur Daniel Quenot. Merci également à vous, monsieur Thomas. Oui, Jean-Eudes. Mesdames, messieurs, grand merci pour l'accompagnement et la disponibilité. 100% bénéfique pour le numéro du jour. Je vous fausse compagnie sur ce proverbe latin. Quand l'éducation n'a pas réglé les mœurs, les vices dégradent les plus heureux naturels. Prenez soin de vous et à très bientôt. Demain, il fera encore mieux vivre. Au revoir. Mais on est plus sous la révolution.